Eh bien, bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire réalisé en commun aujourd'hui avec notre partenaire Semios AI, qui va traiter de l'importance de la vérification de la qualité rédactionnelle des spécifications vis-à-vis des enjeux liés à la cybersécurité. Pour ma part, je suis Frédéric Maraval, je suis responsable technique à la société ISIT et nous sommes partenaires avec Semios AI. Et je suis accompagné aujourd'hui de Marc Canitro, consultant en ingénierie système, et de Didier Mascarelli, directeur commercial de Semios AI. Avant de commencer, je souhaiterais vous donner quelques informations pratiques sur la session de ce webinaire. En premier lieu, cette session est enregistrée. Vous recevrez le lien de téléchargement de cet enregistrement après le webinaire. Durant toute la participation à ce webinaire, vous serez en mode muet. Par contre, vous pourrez interagir avec nous à tout moment à travers le canal questions pour poser vos questions et vous renseigner plus avant sur cette partie. Également, en termes d'agenda, nous commencerons par positionner un petit peu le contexte de ce webinaire, pour quelles raisons nous l'avons réalisé. Ensuite, nous passerons sur quelles sont les leçons apprises et tirées de l'ingénierie système industrielle et comment on peut appliquer ces leçons-là à l'ingénierie et au-delà de l'ingénierie système. Nous ferons une passe sur les plans systèmes de sécurité des informations, les PSSI ou les PAS. Nous également, nous vous présenterons un petit peu l'offre de services qu'on peut associer à cette méthodologie en fait. Et nous terminerons par une application autour de l'outil Semios. Pourquoi Semios? À qui cela s'adresse? Comment on peut le déployer et comment commercialement il s'articule? Et nous terminerons par une session de questions-réponses afin de répondre à vos attentes. Pour commencer, je vais laisser Didier vous positionner le contexte de ce webinaire. Merci beaucoup Frédéric. Donc effectivement, comme ça ne vous a pas échappé, aujourd'hui on parle beaucoup de ChatGPT, de Large Language Models, de Generative AI. Depuis bientôt 2 ans, on analyse les documents de cybersécurité émanant des instances comme l'ENISA ou l'ANSSI. Et on avait remarqué déjà alors qu'effectivement, il y avait un intérêt d'analyser ces documents. Et ça s'est accéléré récemment avec donc la ChatGPT qui est apparu et accessible par tout le monde. Alors, ChatGPT, c'est très bien, mais en fait, il faut le voir sous 2 angles. Il y a l'aspect ChatGPT Black Hat qui augmente la capacité de nuisance des cyberattaques. En fait, de plus en plus de personnes utilisent ChatGPT pour construire des malwares polymorphes, pour détecter plus facilement des vulnérabilités dans le code, pour créer des scripts qui lisent, ou rédiger des emails de phishing à la demande, donc vraiment du social engineering très poussé. Il y a l'aspect white hat qui permet donc de produire et d'analyser du code, mais le problème c'est que lorsqu'on fait ça avec ChatGPT, qu'on on rebalance en fait ces analyses ou par exemple si c'est des politiques de sécurité ou autres dans ChatGPT, en fait on expose ses secrets. Et donc il y a un risque accru de partage de ces secrets. Et pareil, si on fait ça avec des documents de type PASI, etc. Alors, nous, de notre point de vue, c'est fortement déconseillé de l'utiliser pour la thématique cybersécurité. D'une part parce que c'est une boîte noire, c'est pas explicable, c'est pas reproductif, c'est pas normatif au sens où nous on l'entend et on vous l'expliquera par la suite. Et donc vraiment risque accru de dissémination des secrets. Voilà, donc le contexte étant posé, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous vous présentons de notre point de vue voilà, ce que le traitement du langage naturel aujourd'hui a de bon, et aussi là on l'a vu de risques, et comment nous on peut vous aider à effectivement interagir sur vos politiques de sécurité et donc autres documents
liées à la cybersécurité grâce à ces avancées de l'intelligence artificielle. Merci Didier. Et pour entrer dans le vif du sujet, on va parler méthodologie. Donc je donne la main à Marc pour prendre le relais. Et normalement, ça devrait être bon. À toi Marc. Ok. Bonjour à tous. Donc je suis Marc Anitro. Ça fait 30 ans que je fais de l'ingénierie système. J'étais un peu au début de Semios, sur les pratiques de Semios, et je suis toujours en lien avec Semios AI. Alors là, ce que je vais faire, je vais vous présenter en fait un peu les leçons apprises de l'ingénierie système dans le monde complexe. Donc ça fait très longtemps que dans le monde des systèmes complexes, le coût des erreurs liées à l'exigence, on en a pris conscience. Tout simplement parce que tous les problèmes d'hypothèses incorrectes, toutes les exigences inconsistantes et tout ça, ça a forcément un coût si on les plus tard, si on les détecte tardivement en fait. On parle de 30% de causes d'erreur sont liées aux exigences. Donc pourquoi l'ingénierie des exigences ça a été, c'est devenu carrément une discipline dans l'ingénierie complexe. Tout simplement, on le voit là, en fait, c'est qu'en fait, les exigences sont vraiment le point d'entrée de pas mal d'activités. Déjà au début, à l'expression du besoin, mais après, il y a la définition d'architecture. Bon, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a la maîtrise des évolutions, même la gestion des risques, il y a des conséquences. Et ça a un vrai impact sur toutes ces disciplines. C'est pour ça qu'on a mis en place des outils, d'ailleurs, d'ALM et PLM en lien avec tout ça. Juste un petit rappel rapide à propos de l'exigence. En fait, vraiment, l'exigence, c'est quoi? Ça peut être un besoin, ça peut être une fonction, une contrainte, ou même des obligations. C'est pour ça qu'elle doit être très claire, concise, précise, complète, non interprétable et vérifiable. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en fait, une exigence, elle peut être explicite, mais elle peut être aussi implicite. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir vraiment l'idée de ce qu'il veut, mais en fait, pas forcément comment il veut y aller. Et du coup, ça peut créer de l'ambiguïté. Les limites du langage naturel. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que le langage naturel, c'est universel, flexible et compréhensible par tous. D'où l'intérêt, parce que ça ne nécessite pas forcément des formations comme les formations sur les modèles. Par contre, par essence, il est ambigu. Il est sa compréhension est très dépendante du contexte culturel. Un Anglais parle pas l'anglais comme un Chinois ou un Français, par exemple. Et c'est souvent, ça peut être très permissif d'ambiguïté. Et c'est ce qui rend l'ambiguïté assez difficile à détecter, d'ailleurs. Là, sont listées rapidement en fait un ensemble de bonnes pratiques. J'ai mis en évidence la première. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les autres, elles peuvent être aussi appliquées à autre chose que l'exigence, ce que j'aborde par la suite. Donc, de ces leçons apprises dans l'ingénierie système, on s'est aperçu qu'il serait intéressant d'aller plus loin dans d'autres documents, des documents plus à enjeu. Et quand on parle d'ambiguïté, il faut regarder l'exigence, mais c'est au-delà de ça. On peut avoir de l'ambiguïté sur des consignes, sur des droits de responsabilité, sur les références, sur tout ce qui est action et règles procédurales. Donc il est important en fait de bien respecter de la formulation sur tous ces liens. Quand on parle en fait de documents, si on veut vraiment détecter l'ambiguïté, ce qui est important, c'est que le document en lui-même soit structuré. Dans l'ingénierie système, les documents se sont formatés avec le temps et ont été conditionnés par les ALM. Mais on le verra par la suite, il y a des domaines où en fait c'est pas encore vraiment trop structuré. Et pour bien structurer un document pour aller chercher l'ambiguïté, ce qui est important, c'est bien mettre en évidence les différents éléments essentiels, ceux que j'ai cités juste avant,
la détection, en fait, bien détecter en fait ce qui est une exigence, une action, avec tout ce qui est complément d'information. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est intéressant en fait d'aller. Alors, je parle d'automatisation, mais ça peut déjà. Comment automatiser la détection déjà de façon humaine, parce que ce sera d'autant plus facile après à détecter par des outils. Et jusqu'à la détection en fait même des interdocumentaires, comment on peut aller faire des liens entre les documents facilement. Et le dernier point, je l'ai mis, c'est en lien à ce qu'on verra par la suite. Et c'est clair qu'après, si on peut automatiser la relecture, ça enlève toute la partie chronophage, toute cette partie d'activité chronophage pour l'humain. Donc maintenant, je vais faire un focus sur ce qu'on a pu détecter en fait dans des plans de système de sécurité d'information et même des plans d'assurance sécurité. Le constat général, en fait, sur les documents que j'ai pu analyser ou vu, c'est qu'en gros, ils sont très structurés. La structure documentaire sont basés sur la norme 26000 de 2018, ce qui permet en fait, ça c'est un atout, c'est qu'en fait elle est bien structurée. En général, ces documents les chapitres de chaque document sont déjà bien structurés. Par contre, ce que j'ai pu voir, en fait, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, il n'y avait pas une vraie pratique rédactionnelle clairement identifiée. Du coup, le constat, en fait, on a un ensemble de phrases qui viennent exprimer des exigences, des consignes, des droits de sécurité de la référence, et même parfois tout mélanger dans le même texte, ce qui est assez compliqué à lever l'ambiguïté. En fait, on peut aller détecter des ambiguïtés de base, en fait, sur des adverbes, des mots mal formulés, mais que de base. Et la première ambiguïté que détecte un outil très spécialisé, c'est en fait des phrases trop complexes parce que trop longues. L'autre préconisation générale que l'on peut faire, en fait, c'est qu'on a pu faire, c'est en fait mettre un repérage d'aide à l'analyse, en fait. Donc, bon, c'était tous ces documents, les gens étaient basés sur Word. Donc, la préco, c'était en fait de construire avec des styles bien particuliers pour tout ce qui est exigence, action, tout ce qui est autre référence, voire même des commentaires, comment on peut bien les identifier. Et puis un point important qui a son importance, qui était quasiment pas fait, c'est comment on met en évidence une exigence qui permettra en fait par la suite faire des matrices de conformité vers des CCTP clients, mettre un identifiant à chaque exigence. Là, je vais parcourir rapidement en fait deux choses, deux reformulations qu'on a pu faire. En fait, c'est un exemple, mais c'est assez intéressant. Là, on est plus sur quelque chose qui est du domaine de la procédure, quoi qu'on verra par la suite que c'est en fait une composition d'exigences et de procédures. Je parle là des standards. En fait, il existe des standards sur les procédures. Et même l'outil Semios, en fait, avec l'histoire, c'est enrichi de règles spécifiques qui peuvent aider, en fait. Donc, ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, on a quelque chose sur une charte informatique à appliquer. On a tout un texte qui donne... Le rédacteur a tout dit. Hein. Le seul souci, c'est qu'il le dit de façon brute et en fait en phrasé pure. Et ça, c'est compliqué à aller tracer et à aller pointer surtout. Ce qu'on pourrait reformuler, la même chose, on pourrait la reformuler autrement, c'est-à-dire carrément dire l'exigence. En fait, l'exigence, c'est que les utilisateurs doivent appliquer les consignes de sécurité, donc c'est clair, pas d'ambiguïté. Et après, bien sur chaque consigne, bien les formuler en action, bien précise, attacher, interdire, utiliser. Et éventuellement, il avait mis en fait un commentaire qui avait son importance, et je lui dis, mais ça peut être aussi intéressant de le mettre, mais bien dire que ça ne vient que compléter de l'information, mais c'est pas quelque chose de très précis. Voilà.
Donc ça, c'était pour un premier exemple. Là, j'ai un deuxième exemple qui est plus de l'exigence pure. Donc on avait un engagement de confidentialité et non-divulgation, et tout était dans la même phrase, alors qu'en fait, il y avait trois exigences bien précises, trois engagements que j'ai proposés parce que c'était le mot engagement était important, mais là, l'idée, c'était de bien identifier ce que j'ai dit tout à l'heure, identifier la numérotation de l'exigence. Engagement X, Y, Z, bon, c'est juste un exemple. Et chaque exigence est bien identifiée, il n'y a pas d'ambiguïté, pas séparée et bien traçable. Bon, ça c'était un exemple. On peut aller bien plus loin, mais en fait, ce que je peux dire, c'est en gros, par des bonnes pratiques, on peut restructurer et orienter en fait la rédaction du document. Donc pour finir en fait de cette expérience, ben, en fait on a pris la décision d'aller vers pourquoi pas faire des offres de services qui aideraient à structurer. Donc l'idée c'est quoi? C'est faire un service d'accompagnement qui aiderait à venir structurer, construire en fait des best practices entreprises sur des documents au-delà de l'ingénierie système. Hein. Je parle bien, c'est dans l'ingénierie système, il y a vraiment déjà des choses souvent dans les entreprises, mais c'est tous ces documents annexes où il n'y a pas vraiment une culture pure liée à l'exigence. Et donc pour les services d'accompagnement, c'est donc construction des best practices, mettre un peu de sensibilisation et de formation et élaborer, adopter, que l'on prenne en main en fait l'élaboration et l'adaptation des premiers documents qui vous aideraient à passer le cap. Et puis, pourquoi pas faire des câblages d'outillage avec vos systèmes d'information. Donc, tout ça sous une forme d'un forfait annualisé pour une adaptation en douceur. Donc, l'idée, c'est de vraiment vous transmettre une culture, une forme pour être indépendant par la suite. Voilà pour la partie service. Donc maintenant, je vais passer la main à Didier pour la partie Sémios. Frédéric? Merci Marc. Ouais, tout à fait. Je lui donne la main immédiatement. Merci Marc. Ok, merci beaucoup Marc. Alors, en fait, Frédéric, tu peux garder la main en fait, parce que visiblement il va y avoir un petit souci au niveau de ma config. Pas de souci, je reprends la main. Hop. Désolé. Non, il n'y a pas de souci, tu me fais juste Voilà, le top. exactement. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et alors donc, comme a bien expliqué Marc, hein, dans nos premières analyses qui remontent, je vous dis à peu près 24 mois, je vous le disais en préambule, on s'est aperçu que la rédaction des exigences en cybersécurité, même si c'était bien structuré dans certains documents, manquait de maturité par rapport à d'autres industries. Et donc on a analysé beaucoup de documents pour essayer de comprendre la raison de cette, entre guillemets, immaturité. Et fort de constater qu'effectivement, si certaines exigences n'étaient pas corrigées, il y avait un risque accru de créer des vulnérabilités par la suite. Des vulnérabilités qui pourraient être exploitées en fait par des personnes mal intentionnées, hein, des attaquants, qui vont analyser vos politiques de sécurité ou autres, hein, qui vont détecter des failles. Donc, la prochaine. Alors, où est-ce que nous, on se situe? On est dans, comme on disait en préambule, dans le domaine de l'IA. Donc l'IA, c'est très large. Hein. Aujourd'hui, vous entendez parler de machine learning, deep learning, maintenant de générative IA, etc. Tu peux appuyer encore un petit peu. Il manque une petite partie. Il faut appuyer une prochaine fois, Frédéric. Voilà. Et donc, nous, on se situe dans ce qu'on appelle le traitement du langage naturel. Et plus précisément dans l'aspect sémantique. C'est-à-dire que nous, on s'attache au texte scientifique et technique et on s'attache à sa sémantique pour détecter des anomalies, des incohérences, des problèmes de complétude, etc. Et donc Sémios est
une solution qui est spécialisée dans ce domaine et, comme je le disais précédemment, qui est normative, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des règles et des best practices en termes de rédaction. On est reproductible, c'est-à-dire que la même entrée dans Semios reproduira la même sortie, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a une certitude en fait du résultat, c'est explicable, c'est-à-dire que chaque règle qui s'exécute, ou la suite des règles qui vont s'exécuter, on aura une trace de ce qui s'est exécuté, on peut expliquer pour quelles raisons nous avons détecté ces anomalies. Et donc on garde tout ça secret, on n'est pas connecté à Internet du tout, la plupart de nos clients actuellement utilisent Semios dans leur propre data center, même si on le verra par la suite qu'on est ouvert au cloud si besoin. À la prochaine. Donc Marc Anitro qui a présenté juste avant et donc à l'initiative de ce produit, donc c'est une solution qui remonte aux années 2010, hein, c'est pas du tout récent. On a développé plusieurs versions, plusieurs intégrations avec des solutions alors, qui vous concernent moins dans la cybersécurité, mais qui concernent bien sûr nos clients dans l'industrie, qui sont les ALM, PLM, comme par exemple Polarion, DORS, etc., mais aussi Word, Excel, que vous utilisez sûrement pour rédiger vos politiques de sécurité, etc. Et donc on a eu très tôt des clients, et donc le feedback client a été très productif et nous a permis d'améliorer la solution et de développer des modules complémentaires, comme le module qui détecte les acronymes ou les similarités. En 2021, on a relancé la solution que Marc avait développée avec son équipe sous la forme de Semios AI, donc la nouvelle entité. Et une des premières choses qu'on a fait, c'était de créer donc un add-on sur Polarion et de porter la solution sur le cloud. Prochaine. Alors, comme je le disais, au risque de me répéter, donc c'est une solution du traitement de langage naturel qui effectue une analyse sémantique. Alors, sur les spécifications et les procédures. Donc, Marc vous a parlé des procédures et des spécifications. Il y a beaucoup de procédures en cybersécurité. Il y a aussi des spécifications, ce qu'on appelle des exigences aussi. Il y en a qui sont écrites par des organismes comme l'ANSSI ou l'ENISA ou d'autres, qui s'appellent des exigences qui sont écrites à l'interne. Pourquoi est-ce que vous faites cette analyse sémantique? En général, c'est pour éviter de perdre du temps et de l'argent à cause de malentendus. Dans le cas de la cybersécurité, en plus, c'est pour éviter de créer des vulnérabilités. Pour nos clients, par exemple, dans l'aéronautique, c'est aussi pour éviter des problèmes de malfonctionnement. Si une exigence ne décrit pas bien une certaine partie du système, on risque d'avoir un accident, par exemple. Et en cybersécurité, il n'y aura pas d'accident à proprement parler, on ne construit pas des avions, mais on va créer des vulnérabilités qui auront des conséquences, bien entendu, très importantes. On supporte l'anglais, le français, l'allemand. Voilà, et en fait, on peut supporter n'importe quel langage, mais pour l'instant, on se limite à ces langages-là. La prochaine. Alors, là, tu peux appuyer. Alors, aujourd'hui, vous utilisez des correcteurs d'orthographe qui font une vérification orthographique et grammaticale, c'est assez classique. Par contre, vous n'avez pas de solution, d'outil aujourd'hui pour analyser les meilleures pratiques sémantiques et les normes appliquées à vos textes que vous rédigez. Il n'y a pas non plus de solution pour harmoniser la pratique disciplinaire. Donc, qu'est-ce qu'on entend par pratique disciplinaire? C'est lorsque vous avez constitué, par exemple, des vocabulaires normalisés, des sigles, donc avec des acronymes, des formulations, etc., que vous utilisez au sein de votre entreprise ou dans la thématique cybersécurité. On a, nous, un lexique cybersécurité qui est spécialisé pour ce domaine-là. On en a pour tous les métiers. Et donc tout ça, ça va permettre de réaliser des objectifs métiers qui, dans le cadre de la cybersécurité, c'est rendre résilient votre système d'information. Donc vous rédigez des politiques de sécurité qui sont ensuite déclinées en termes d'implémentation, etc., en termes de composants machines virtuelles ou des composants physiques. Mais au tout début de cette pratique, vous avez rédigé en fait votre politique de sécurité ou d'autres documents. En fait, il y a énormément de documents en cybersécurité qui sont analysés. Et effectivement, ils sont tous secrets parce qu'ils contiennent tous des informations qui sont très importantes pour la sécurité de votre entreprise. Prochaine. Alors, pour qui donc, en tant que... Oui, prochaine, oui. Voilà. En tant que rédacteur ou relecteur, par exemple, de politique de sécurité, vous travaillez avec ces exigences. Ces exigences peuvent être sous forme de cahier des charges lorsque vous avez un donneur d'ordre qui vous les a fournis,
Vous pouvez même vous-même être le donneur d'ordre, donc écrivant ces exigences et les transmettant à des rédacteurs et des rédacteurs. Pareil pour les sous-traitants, c'est-à-dire que les sous-traitants ont eux-mêmes leur politique de sécurité ou d'autres documents relatifs à la cyber, et vice-versa, vous devez vous assurer qu'effectivement, dans la chaîne, parce que c'est toujours une question de chaîne, et quel est le maillon qui va être attaqué, que effectivement ces politiques de sécurité soient d'une part acceptées et comprises par le sous-traitant, mais aussi qu'elles soient conformes à vos propres exigences. Et vous pouvez avoir un mécanisme d'assurance qualité pour vérifier que toute la chaîne entre le CISO, les RSSI, les sous-traitants et tous les intervenants, tous les employés, etc., voilà, tout a été produit de façon conforme par rapport à ce que vous avez décidé en termes d'assurance qualité pour vos processus cyber. Prochaine. Alors les bénéfices évidents pour toutes les industries, hein, c'est des gains de temps très importants sur les circuits de rédaction relecture, des gains mesurés de 30 à 50%, parfois même plus. En écrire une exigence, aujourd'hui, ça prend à peu près 30 minutes, la relire un peu moins, mais on peut dire dans les 30 minutes, avec Semios, ça prend 2 secondes. Donc vous allez dégager énormément de temps pour faire autre chose qui ont une importance effectivement primordiale pour votre société. Et gagner du temps, ça veut dire gagner de l'argent et surtout, ça veut dire augmenter la résilience de votre entreprise en termes de cyber. Donc c'est pour ça qu'on va parler d'amélioration des exigences produites tout en baissant les coûts associés. L'alignement des pratiques est important, c'est-à-dire que l'idée c'est que tout le monde soit aligné lorsqu'on rédige des documents, qu'ils soient cyber ou autres, que tout le monde soit aligné sur ces pratiques-là, qu'il y ait une montée de compétences à tous les niveaux, et donc notamment pour les nouveaux rédacteurs et les groupes d'utilisateurs, voilà, que tout le monde ait le même niveau de compétences par cette IA qui va augmenter leur capacité à écrire, à relire ces documents-là. Et vous allez baisser le risque contractuel et aussi baisser le risque d'attaque, tout simplement, dans le cadre de la cyber. La prochaine. Bon, là, on couvre toutes les industries, hein, voilà, avec effectivement aujourd'hui un focus sur la cybersécurité. Mais bon, il y a de la cyber dans toutes les industries, bien entendu, pas juste en tant que tel dans la cyber. En termes d'options commerciales, donc rapidement, en général, nous on conseille à nos clients de démarrer par une POC avant de partir sur un pilote. Vous avez la partie analyse documentaire, donc, qui a été présentée par Marc un petit peu plus haut. Et ensuite, on est dans un modèle classique d'OPEX, CAPEX, donc en flottant, en nommé ou même en marque blanche, si besoin. Et pourquoi la POC est importante? C'est la prochaine slide. C'est-à-dire que on va proposer 4 à 5 jours donc de consultants Semios, donc en coopération avec Marc sur la partie cyber, où on va effectivement appliquer Semios à vos pratiques et le paramétrer dans votre contexte. Parce que si effectivement vous êtes un client qui a des besoins d'augmenter la résilience de votre entreprise et qui a besoin d'améliorer la qualité rédactionnelle de vos documents cyber, il va falloir le paramétrer dans ce sens. Tel quel il fonctionne, il va vous donner des résultats, mais il y a une question d'adaptation. Donc on va vous aider à lancer les ateliers, on va vous faire des recommandations, et toutes les analyses que vous allez réaliser, donc tous vos documents qui vont être validés, restent votre propriété. On vous prête les licences dans 3 mois, et donc il y a un coût associé, c'est du service, hein, donc il y a un service associé, une expertise dans la rédaction des exigences appliquée à la cybersécurité. Et donc, on fonctionne avec nos partenaires, donc EasyIt en tant que partenaire spécialisé dans la cyber, mais pas que. Marc qui a une très bonne pratique dans la rédaction des exigences. Donc voilà, la prochaine slide. Et comment le déployer? Donc, ce qu'on disait, c'est, voilà, soit vous avez des outils d'ALM, PLM, en général, pour la partie cyber, ce n'est pas souvent le cas, mais bon, ça peut arriver. Sinon, c'est Word et Excel. Hein. Sinon, bon, voilà, on fonctionne aussi avec DOS, DOS-NG, JAMA, Polarion, mais on le voit très peu pour la partie réellement cyber. Si vous concevez des artefacts, des systèmes d'ingénierie complexes, oui, probablement vous avez un ALM PLM. Voilà. Et c'est une intégration très, très transparente voilà, avec ces outils-là. Et en termes de déploiement, alors à gauche, vous avez les clouds commerciaux. Alors, on propose le déploiement sur ces clouds commerciaux, mais on ne le conseille pas nécessairement dès que ça va toucher des secrets d'entreprise, que ce soit des secrets de fabrication, des secrets au niveau des systèmes, et bien entendu, dans le cadre de la cyber, pareil.
Donc on a deux options. Si vous voulez vraiment être dans le cloud et vous détacher complètement de la maintenance de la solution et juste l'utiliser sans avoir d'autres soucis, c'est voilà, soit un déploiement dans le cloud AtScale ou dans le cloud Semios. AtScale, c'est la filiale 3DS, donc c'est en SecNum Cloud, hein, donc avec un niveau de cybersécurité qui est très haut. Et en général, nos clients voilà, peuvent l'utiliser en toute confiance. C'est le même niveau de sécurité que vous pourriez avoir sur votre serveur chez vous ou dans un data center. Sinon, effectivement, sur site ou en mode hybride, c'est aussi possible de l'utiliser. Aujourd'hui, c'est quand même la solution qui est la plus utilisée par nos clients, avec de plus en plus de demandes pour le cloud hyper sécurisé, donc SecNum Cloud de type AtScale. Voilà, la dernière. Voilà, si vous avez des questions, on va essayer de répondre. Merci Didier. Bon, on va effectivement démarrer la session de questions-réponses. Juste avant de démarrer cette session, j'ai un petit sondage à vous faire pour avoir un retour un petit peu sur ce webinaire. Donc c'est simplement 4 petites questions à répondre par oui et par non. Donc je vais lancer la première. Voilà, quelle est l'utilité et comment avez-vous trouvé l'utilité de ce webinaire? Donc je vous laisse un petit peu de temps pour répondre avant de passer à la suite. Merci. La deuxième question, c'est avez-vous déjà regardé pour démarrer un processus rédactionnel et la qualité au niveau de ce processus? Merci pour votre réactivité. Les réponses arrivent très très vite. Un petit peu dans la même idée, avez-vous une projection pour mettre en place ce type de méthodologie ou de process, effectivement? Et enfin, pour terminer, est-ce que vous seriez intéressé par une présentation, une démonstration plus personnalisée, tout simplement? Merci pour vos réponses. Alors, en termes de questions, je pense qu'ils peuvent s'adresser autant à Didier qu'à Marc. La première, c'est quelles sont les principales normes ou standards pour bien écrire des exigences ou des procédures, en fait? Je réponds, Didier? Oui, vas-y, hein, je réponds. Bah, en gros, les standards les plus connus, c'est la Linkosi d'un point de vue exigence, parce qu'il a été, ça a été lancé par la NASA et même au-delà, en fait. Ça, c'est pour la partie exigence. Après, il y a l'I3E et il y a des best practices en France autour de l'IREB. Mais en gros, avec Linkosi, on a quelque chose de général. Et sur la partie procédure, en fait, c'est pas vraiment une norme, c'est même pas des standards, mais en fait, c'est un mini standard best practice, c'est des STE, et c'est très lié à l'anglais. Donc nous, en interne, sur Semios, il y a eu des traductions pour le français, adaptations pour le français, mais c'est plus des... à la différence d'Ingozi, c'est beaucoup plus des bonnes pratiques qui restreignent, en fait, voilà, dans la rédaction, côté procédure. Voilà. Par contre, Semios, avec tout le retour d'expérience sur 10 ans,
a fait des adaptations de règles liées aux procédures qui sont déclinées en fait des bonnes pratiques d'exigence, en gros, hein. Je le fais court, mais c'est ça. Merci Marc. Une deuxième question dans le lot, peut-être plus pour toi Didier, c'est plus une approche budget. Quel est un budget raisonnable pour une structuration d'un référentiel? Et là, un ordre de prix est donné aux alentours de 10K. Est-ce que ça peut être un budget cohérent pour démarrer ça et pour mettre en place quelque chose de structuré? Oui, c'est-à-dire qu'en partant sur l'idée d'une POC, en ayant déjà tous les documents balayés et validés lors de la POC, hein, avec un accompagnement de la part d'ISIT et de marque, on peut arriver effectivement dans ces eaux-là. Ensuite, la question, c'est qui va utiliser Semios. Donc, on a une politique de licence, hein. Frédéric, tu pourras revenir vers les personnes qui ont besoin d'avoir une tarification plus précise, mais on va, voilà, annuellement, on peut, dans le cadre d'un périmètre cyber, rester dans ce cadre-là. Après, si vous êtes une ESN spécialisée cyber, avec beaucoup de clients, avec beaucoup de sous-traitance, vous allez être sous-traité souvent pour écrire des politiques de sécurité, etc. C'est un peu différent, mais on peut partir sur cette idée. Très bien, Affiner, merci. affiner. Oui, affiner en fonction effectivement des. Ensuite sur le déploiement de la. Ça dépend de combien de personnes Voilà. l'utilisent. Voilà, c'est ça en fait. Tout à fait. Très bien. Une autre question, là, c'est peut-être plus pour un retour d'expérience de par les clients utilisateurs de Semios. Quelles sont je dirais, les principales difficultés que vous avez pu voir à travers de vos clients, rencontrer sur des documents en jeu avec les parties prenantes, en fait? Alors, en fait, ce qu'on faisait dans le passé, avant la création de Simios AI, c'est qu'on donnait des évaluations à nos clients, donc ils utilisaient comme ça, et effectivement, beaucoup avaient, soit pas le temps, parce que lorsqu'on évalue quelque chose sans être accompagné, on n'a pas souvent le temps à y consacrer, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé cette notion de PEC, et plus largement, on accompagne nos clients tout au long de leur projet de déploiement. Et on a tellement d'expérience, nous, entre guillemets, tellement, bien entendu, hein, c'est relatif, mais on a quand même beaucoup de clients. Et donc, on a une base de connaissances, de challenges, d'obstacles, hein, qui pourraient être potentiellement rencontrés et comment les éviter. Et c'est pour ça qu'on conseille toujours d'avoir un accompagnement de type service, hein, voilà, où on a des ingénieurs qui vont faire des points voilà, tous les mois, ou lors de la POC, c'est vraiment pour le tuning de la solution, c'est très important la notion de tuning. Et ensuite, on a un accompagnement sur la durée. Et en général, on n'a pas vu aujourd'hui vraiment de blocage, d'obstacles infranchissables. Bien au contraire, les retours sont excellents. Nos clients, on a des témoignages sur notre site qui le prouvent, où effectivement les retours sur investissement sont très rapides. Je donnais l'exemple de 30 minutes ou 40 minutes pour écrire ou relire une exigence versus 2 secondes avec Semios. Si vous faites le calcul en nombre d'exigences que vous avez à traiter, vous voyez tout de suite le temps économisé, et donc l'argent économisé, et ce temps réutilisé pour faire autre chose. Très bien, merci.